Tous, merci d'être venus. Moi c'est Antoine, Team GraphQL, Et moi c'est Hugo, Team Falcor. et ceci est GraphQL versus Falcor. À ma droite, je vous présente Hugo Wood. Moi c'est Antoine Sellier, on est tous les deux consultants chez Zenica Nantes. Et derrière ce talk, il y a une histoire. C'est que Hugo a donné un talk sur Falcor l'année dernière au Devox, au Brainscan et au NantJug. J'ai donné un talk sur GraphQL au BDXIO et au NantJug. Et ça nous a donné cette idée de faire ce talk, ce fight. Ok Antoine, assez parlé de nous. Let's fight. Tu vas te Yeah. détendre. Tu vas te détendre. Déjà, qui connaît GraphQL ici? Il y a du monde, hein. Qui connaît Falcor? Donc voilà, il faut présenter pas si GraphQL difficile. et Falcor avant Ouais, Antoine, d'entrer en scène. c'est juste que t'as peur, c'est tout. Donc, l'objectif de ce talk, c'est de vous présenter trois technos qui ont toutes les trois le même objectif. C'est, je suis un programme client, j'ai besoin de données qui sont sur un serveur. Comment je fais pour demander à ce serveur de me renvoyer ce dont j'ai besoin? Donc il y a REST, qui est un peu le statu quo aujourd'hui. On l'utilise, c'est surtout la techno qu'on utilise. Hein. Ouais. Bon, il y a encore un peu de SOAP aussi, mais c'est surtout du REST. Et deux nouveaux venus, GraphQL et Falcor. Donc pour qu'on soit tous d'accord, REST c'est quoi? C'est utiliser HTTP pour transférer des données, mais c'est aussi exploiter les verbes HTTP, exploiter les URL pour identifier les données. Donc là, on va prendre des exemples où on a un système de transport, donc on a des arrêts, des lignes, etc. Donc là, on fait un get sur une URL et on reçoit un petit paquet de données, donc typiquement en format JSON, mais pas forcément. Donc on identifie la donnée avec l'URL, on demande l'URL et on reçoit le paquet de données identifié par cette URL, tout simplement. Ok, reste assez classique. En GraphQL, c'est une autre manière de demander des requêtes. On va le faire avec un langage de requêtage que propose GraphQL. Donc ici, on va demander une station, on va pouvoir passer un paramètre, en l'occurrence un ID, et je vais choisir les champs que je vais avoir en retour. Donc en reste, toi, tu avais tous tes champs qui étaient en retour. Ouais. Moi là, j'ai demandé à avoir seulement latitude et longitude. Et on voit qu'à gauche, pour ma réponse, j'ai ma station qui a l'ID com, avec seulement les deux champs que j'ai demandé. Donc si on vulgarise un peu la chose, ma requête c'est mes clés, et ma réponse c'est mes clés et mes valeurs. Voilà. GraphQL, c'est une spécification qui a été proposée par Facebook, qui est encore en phase de draft. Avant tout, c'est un langage pour écrire des requêtes, comme je vous ai montré précédemment. Et il va aussi y avoir un interpréteur côté serveur. Donc on va parser la requête, on va retourner la réponse attendue par rapport à la requête qu'on a envoyée. Ok. Falcor, c'est un peu le même principe, sauf que déjà, première différence, on ne va pas utiliser un nouveau langage, on va utiliser JSON. Parce que tu as dit, on donne juste les clés. Donc quand on a des clés valeurs, on a juste les clés, Ouais. et ben, c'est plus une map, c'est une liste. Donc Ok. on a juste à utiliser une liste, pas besoin d'un. On verra que le Inventer un JSON, nouveau c'est pas langage. fait pour requêter. Quand Ouais. même. Donc le principe de Falcor, c'est de dire, bah ok, en fait j'ai un espèce de. Mon client, il peut lire un objet JavaScript virtuel qui est distant. Et donc en fait, je vais identifier mes données en donnant une syntaxe pour traverser des champs. Donc là, c'est sous forme de tableau JSON, mais en fait ça se lit comme stations.com.latitude, je veux ce champ-là, et stations.com.longitude, je veux ce champ-là. Et la réponse, c'est l'objet, la partie de l'objet virtuel JavaScript distant qui m'intéresse. Donc je peux utiliser les chemins que j'ai mis dans la requête, stations.com.latitude, pour lire la réponse. Okay, donc à partir d'un moment où la réponse revient sans erreur, je sais que je peux la lire et je sais où sont les données que j'ai besoin. Falcor, c'est une technologie qui est proposée par Netflix. C'est un dialecte JSON pour écrire des requêtes, on vient de le voir. Ouais. Et contrairement à GraphQL où il y a juste une lib server, Falcor, il y a une lib server et une lib client. Côté serveur, ça sert à exactement la même chose que GraphQL, interpréter la requête, router vers les bonnes données, etc. Et côté client, ça va nous donner quelques features intéressantes qu'on va voir très bientôt. Ok. Pour ceux qui sont plus à l'aise avec un visuel, en fait, un serveur GraphQL et un serveur Falcor, ça va se situer au même niveau qu'un serveur REST en fait. Ça va être un middleware entre notre client et notre source de données. Notre client va envoyer la requête, le serveur GraphQL ou Falcor va l'interpréter, il va aller rechercher des sources de données à droite à gauche, donc pourquoi pas, je sais pas, un autre serveur REST, des fichiers, une base de données. Il va agréger ces données-là et on va avoir un JSON en retour, donc une réponse pour le client. Donc on est sur un modèle client-serveur tout à fait classique. Et d'ailleurs, ça passe en général par du HTTP. Ouais, exactement. En GraphQL, ils nous disent pas vous êtes obligé de faire du HTTP, mais ils nous disent faites du HTTP quand même. C'est plutôt conseillé. Falcor, c'est pareil, c'est indépendant du transport, mais pourquoi utiliser autre chose? Ouais. On pourrait utiliser du WebSocket par exemple, ça pourrait peut-être être utile. Alors, GraphQL et Falcor, c'est pareil sur un point, c'est que c'est le client qui va piloter.
C'est-à-dire qu'il va avoir le choix des champs qu'il va vouloir retourner pour une entité. Donc on a une granularité jusqu'au champ, comme on l'a vu tout à l'heure avec la station où on retourne seulement latitude et longitude. On va avoir un choix des relations à traverser. Par exemple, dans le cadre d'un réseau social, on va récupérer les données d'une personne, on va pouvoir avoir les amis de ses amis de ses amis. Donc on va pouvoir descendre dans le graphe. Donc c'est plutôt intéressant. Et tout ça, on va pouvoir le faire en une seule requête HTTP. Imaginons que j'ai un écran, que je dois récupérer plusieurs types de données. En règle générale, avec REST, je fais plusieurs allers-retours réseau pour récupérer l'intégralité de mes données. Avec Falcor et GraphQL, en une requête, je vais pouvoir récupérer toutes mes données. Mais c'est différent sur de nombreux points. D'où ce fight. Donc GraphQL, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau langage, pas très compliqué à comprendre. Clairement, voilà. Ouais. Et tu crois que j'ai envie de m'amuser à écrire des parseurs ou des query builders? Ok. Tout le monde se souvient de SQL. SQL c'est très bien, mais quand on le met en string à l'intérieur d'un autre langage, voilà. Donc toi tu utilises du JSON pour Bah ça. oui, comme ça c'est natif. C'est natif. Ouais, oui. C'est natif, mais c'est peut-être moins naturel. On verra tout à Je l'heure. sais pas. On va voir. En GraphQL, on a du typage statique, c'est-à-dire que les entités qu'on va vouloir requêter, il va falloir les déclarer dans un schéma. Ça peut être très coûteux, mais on va voir derrière qu'on a quand même un retour sur investissement en fait. Ouais. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a mis du typage statique dans les API HTTP? Ça s'appelait SOAP. Et donc en Falcor, il n'y a pas de typage. On peut directement demander un champ et voilà, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'écrire un schéma ou quoi que ce soit. Mais comme je t'ai dit, moi le typage, j'ai un retour sur investissement. Derrière, donc j'ai de l'introspection où je vais pouvoir requêter les types que j'ai déclarés dans mon schéma. Ça va m'offrir différentes fonctionnalités comme de la génération de documentation automatique et de l'autocomplétion. Et on verra que c'est pas mal tout à l'heure. Ok, l'autocomplétion peut-être. On y reviendra. Ouais. Toi, tu as autre chose apparemment? Ouais, donc avec la librairie côté client de Falcor, en fait, je vais pouvoir faire deux trucs super intéressants. C'est d'une part, quand le client il fait plusieurs requêtes à peu près en même temps, les requêtes elles sont fusionnées ensemble. Vu que je demande une liste de champs, en fait, les listes de champs sont juste concaténées, c'est hyper simple. Et ça fait une seule requête au serveur. Et d'autre part, j'ai aussi un cache côté client. Donc s'il y a un champ que j'ai déjà demandé, et que j'ai déjà l'info dans le cache, je n'ai pas besoin de retourner la chercher. Et ça va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que si par exemple je demande 4 champs et qu'il y en a 2 qui sont dans le cache, et ben Falcor est assez intelligent pour aller requêter que les 2 autres au serveur. Donc ça fait moins de boulot pour le serveur. Donc ça, tu l'as nativement dans Falcor. Ouais. Ça en GraphQL, dans la spec, ils en parlent pas trop, c'est en gros démerdez-vous. On peut faire du batch et du cache avec des librairies tierces. Donc on peut faire du batch côté client en lui disant si en une seconde j'ai 3 requêtes différentes, tu m'agrèges cette requête et ça envoie qu'une seule requête au serveur GraphQL. Donc c'est plutôt intéressant. Et on va pouvoir aussi mettre en place une solution de cache. Ouais. Alors j'aimerais quand même dire, parce que oui, on peut le faire, c'est juste beaucoup plus complexe qu'avec c'est Falcor. clair, c'est clair. Putain, GraphQL, c'est une spécification. Donc il y a pas mal d'implémentations. Celle de référence, elle est en JavaScript. Elle est maintenue, c'est Facebook qui a un peu la main dessus et qui surveille le repo. Sinon, on en a en Java, en Go, en PHP, dans à peu près tous les langages. Donc ça, c'est plutôt cool. En Falcor, ça a pas l'air d'être la joie là, une implémentation. Bah alors ouais, mais toi, t'en as peut-être N, mais bon, elles sont de quelle qualité, tout ça. Moi, j'en ai une. J'avoue, c'est vrai. Mais celle en JavaScript, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors, je sais, j'ai vu traîner sur Maven Central, il y a une implémentation Java, mais a priori, elle n'est pas open source. Dommage. Quand on clique sur le lien GitHub, ça fait 404. Ok. Bon. Côté GraphQL, on a une bonne adoption. Bon, on a vu avec le sondage de tout à l'heure qu'il y avait plus de personnes qui connaissaient GraphQL que Falcor. Ça ne m'étonne pas. L'API de GitHub est consultable à partir d'une requête GraphQL. Ça, c'est quand même un signe. Il y a énormément de ressources sur Internet. Il y a plein d'articles qui sont en train de sortir dessus, des retours d'expérience qui sont assez bons. Il y a même des meet-up sur GraphQL. Il va y avoir le GraphQL Europe à Berlin au mois de mai. Il y a un meet-up GraphQL à San Francisco. Donc c'est plutôt cool. Par contre, Falcor, on n'entend pas beaucoup parler. Je crée le meet-up Falcor. Ah non, bon, on va passer à la suite. Je viendrai quand on même. va passer à la suite. Let's fight, Antoine. Non, si on y va maintenant, là, ça va être une boucherie. Clairement, il faut qu'on fixe des règles. Ok. Parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Allez, dépêche-toi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une application web de transport. Pour ça, on a utilisé les ressources de la TAN, les transports de l'agglomération nantaise. On va avoir des user stories, en fait, où on va étudier les requêtes à faire pour différents écrans. Et après chaque user story, on va attribuer des points soit à REST, soit à GraphQL, soit à Falcor. Et à la fin, on fera un bilan de tout ça, pour voir qui est le gagnant. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Raccord, qu'Hugo et moi-même avons développé. Cet outil, on va écrire des requêtes Falcor qui vont se traduire en requêtes GraphQL à la volée. Et on va pouvoir aussi écrire des requêtes GraphQL qui vont être traduites en Falcor.
Projet donc voilà. open source totalement authentique, Exactement, preuve avec le cœur. c'est ça. Est-ce qu'on est prêt? On peut se mettre sur la tronche, c'est parti. Alors, première user story. Je veux les prochains passages pour un arrêt donné. Donc en analysant un petit peu enfin analyse c'est peut-être un grand mot, le vocabulaire métier, donc on peut déduire qu'il y a deux ressources, les arrêts et les passages. Donc pour être clair tout de suite, nous on a fait les API en anglais, donc les termes peuvent être un peu des faux amis. Passage c'est stop et arrêt c'est station. Ok. Alors en reste, comment on ferait? On aurait probablement une URL /stations, puis avec des paramètres de pagination, parce qu'il y a trop d'arrêts pour pouvoir les récupérer tous d'un coup, donc il faut dire lesquels on veut dans la liste. Puis on récupère en face une liste d'ID. Ensuite, sur chaque ID, on va pouvoir faire un get et récupérer les données de l'arrêt en question. OK? Ok, Pour les passages, on fait /stops, même style. On dit à quel arrêt tu veux les passages. Ensuite, à quelle date-heure, parce qu'il faut la date pour savoir si c'est le week-end, par exemple, les horaires sont différents. Et il faut l'heure pour pouvoir donner, voilà, je veux les passages à partir de telle heure. Puis ensuite, on a de la pagination. Pareil, on reçoit une liste d'ID en retour. On refait get sur les ID. Et là, on a l'arrêt, la ligne, la direction et l'heure, évidemment, à laquelle le bus ou le tram passe. ouais. Ça te fait énormément de requêtes quand même. Moi, quand je suis mon client, que j'ai qu'un client, j'ai mon serveur, on dit qu'on fait du REST, mais en fait, c'est plutôt du RPC. Ça veut dire qu'en une ou deux requêtes, j'ai toutes mes données. Tu veux dire que tu mets directement tes ressources dans la liste? Exactement, ouais. J'ai pas une liste d'ID, j'ai une collection d'objets, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'on fait souvent comme ça. J'ai l'impression, ouais. Ouais, mais en fait, il se trouve que ça, c'est très bien. Ouais, Ça s'appelle RPC. Et puis en exactement. REST, tu n'as pas le droit de faire ça parce que là, tu peux plus mettre en cache en fait. Ouais. REST, ça dit il faut mettre en cache. C'est pas possible de mettre en cache des choses des choses modifiables si il y a deux URL qui donnent accès à la même donnée en fait. C'est Parce que ça. si on a une qui est modifiée, comment le cache il peut s'invalider? Pas possible. Donc avec REST, c'est comme j'ai présenté, puis parfois on fait comme ça aussi, donc c'est plutôt RPC. Et du coup, en fait, ça a des caractéristiques totalement différentes, Anton. Donc du coup, ce serait bien qu'on mette aussi RPC dans le ring. Voilà, pour le C'est comparer. parti, Antoine. On fait ça? Ouais, REST Ah, RPC, REST vs RPC, GraphQL vs Falcon. Ça va être n'importe quoi. Attends, j'ai pas fini là-dessus. Ah, excuse-moi. Ouais, donc si on reprend celle-là avec les RPC, on fait un get sur station, on passe des query params pour la pagination, et ce qu'on récupère ici, c'est directement une collection d'objets et pas une liste Ouais. d'ID. Pas une liste d'ID, ouais, Ouais. c'est ça. Ok, une seule requête au lieu de n plus 1. C'est ça, exactement. Et maintenant, on va tester avec Falcor et GraphQL, avec notre outil, Raccord. Est-ce qu'on voit assez? Peut-être un coup de plus. Ouais. C'est bon là? Ok, donc ça c'est l'interface de Raccord. Donc à gauche, on a l'éditeur de requêtes Falcor. Au milieu, on a l'éditeur de requêtes GraphQL. Et à droite, on a les réponses du Voilà. serveur. Donc là, on veut récupérer une liste de stations. Donc si je fais CTRL espace, j'ai mon autocomplétion. Je vais avoir ma liste des requêtes. Ok. C'est magnifique. Ok. Non, c'est la killer feature de GraphQL, d'accord. Exactement. Donc là, on va voir que pour cette requête, je vais avoir des query params disponibles. Donc là, c'est pour de la pagination. Je pars de 0. Je veux les 10 premiers. Et ce qu'on va vouloir récupérer, c'est l'ID et le label. Ouais. Allez, hop. Si je fais un fire GraphQL. Donc là, j'ai ma réponse GraphQL. Ou tout simplement, j'ai un objet avec un attribut station. Et derrière, j'ai un tableau avec ma liste de station. Et pour chaque objet, j'ai seulement les attributs que j'ai demandés, donc ID et label. Ok, alors moi j'ai plusieurs remarques à te faire. D'une part, on pourrait croire en regardant ça que la requête Falcor elle est plus verbeuse, mais c'est parce que c'est du code généré. Quand on l'écrira à la main, ça sera moins verbeux. D'autre part, est-ce que tu peux faire Fire Falcor, s'il te plaît? Ok, donc on voit que on a exactement la même chose. À une petite spécificité près, c'est qu'au lieu d'avoir une liste JSON, on a un objet avec des clés numériques. Okay. Et ça sert à quoi? Cher Antoine, si tu pouvais changer le paramètre from de 0 à 1. Parce que souvenez-vous que j'ai dit que l'ID des données dans Falcor, c'était le chemin vers la donnée. Donc là, tu as changé. Voilà. Donc on voit que du coup, on a un objet avec des index numériques, mais il ne commence pas à 0. Et du coup, si vous faites stations.1.label, vous aurez toujours le même résultat. Alors qu'avec GraphQL, non.
Par Bon. contre, t'as pas accès aux méthodes d'un objet type array. C'est Ouais, un peu bon, ennuyeux ça. un petit coup de lodash et puis voilà, Ouais, hein, c'est ouais. bon, hein, c'est pas grand chose non plus. Ok, donc ça c'est pour les stations. Ouais. Du coup, on va requêter les passages maintenant. Mhm. Allez, c'est parti. Stop. Station ID. Donc, ouais, commerce. Stop area. Commerce, c'est la station centrale à Nantes. Commerce. Faut mettre pagination aussi. After. Ouais, after, Pour, aujourd'hui, on est le 7 avril, il est 15h. Tac. Ah, il y a un problème dans la requête Ah oui, Ah, exactement. Merci beaucoup. on voit pas grand chose là où on est, peut-être je devrais regarder ici. Tac, Voilà, à donc partir de midi. Ouais. Ah. Donc déjà le fait qu'on ait cette traduction en temps réel de l'un à l'autre, ça montre que c'est quand même des technologies qui sont similaires. Et qui ont d'ailleurs là, il y a le mot graph dans les deux, mais Ouais. c'est juste que Falcor, c'est juste il y a un concept en dessous qui s'appelle JSON Graph. Alors, pour mes stops, j'ai plusieurs attributs disponibles. Je vais prendre la direction. Ouais, et puis le l'heure. Et l'heure. L'heure, ouais. Ok. C'est parti. Tac. Ok. Donc là, pareil, j'ai mes passages avec les attributs que j'ai demandés, tout simplement. Ok. Si tu peux faire Falcor. C'est parti. Du coup, ce qu'on peut voir avec Falcor, c'est que du coup, on se retrouve avec tous les paramètres de recherche qui sont là encore, parce que, à nouveau, souvenez-vous, on traverse un objet JavaScript virtuel. Donc là, les chemins que j'ai demandé, c'est stop, station ID, stop area com, after machin. Donc ça se retrouve dans la réponse, d'accord. Donc effectivement, c'est un peu plus difficile à exploiter côté client. derrière, ouais. Ouais. Un petit peu plus, mais le client il connaît déjà toutes les valeurs, donc il y a pas forcément, c'est pas forcément un vrai problème. Mais par contre, c'est très utile pour le cache. Ok, on fait le bilan. Alors, bon, côté REST, quand on utilise REST et qu'on respecte toutes les contraintes REST, comme je l'ai dit, ça veut dire que toutes les données doivent être cachables. Donc on peut utiliser le cache navigateur gratuitement. Le problème avec le cache du navigateur, c'est qu'on ne peut pas l'invalider soi-même. Mais par contre, du coup, on peut faire un cache côté client hyper simplement. Mais URL égale machin. Si tu rappelles la même URL, je prends dans mon cache. Par contre, il faut faire plein de requêtes. Voilà, donc c'est deux paramètres qui s'équilibrent en fait. Hein. Beaucoup de requêtes, mais bon, des fois, on n'a pas besoin de forcément les faire. RPC, c'est bien parce qu'on a une seule requête par écran. Là, dans notre cas, pour l'instant, dans notre appli. Le serveur est rapide à implémenter, même par rapport à REST, où il y avait 4 URL, là, il n'y en a que 2. Par contre, impossible de faire un cache, ou alors il faut le faire de manière complètement spécifique, et ça coûte cher, quoi. C'est pas générique. C'est ça. GraphQL, une seule requête par écran. Tu nous as dit que le cache était possible via librairie Via des externe. librairies, ouais. Ok. Sous condition, c'est-à-dire que du coup, comme il ne peut pas utiliser le nom du champ comme clé de cache, il va falloir fournir une clé de cache soi-même. Ouais. L'autocomplétion, ouais, bon ça d'accord, on peut pas se Mais battre ouais, contre derrière, l'autocomplétion. schéma à écrire, qui est plutôt un gros point noir, ça a vraiment un coût en fait d'écrire un schéma GraphQL. Vraiment. Ouais. Alors là en fait ça va être simple. Tous ceux qui écrivent un langage statiquement typé, ils vont dire ah ouais GraphQL, et puis les autres ils vont dire. Quand tu utilises l'implémentation en JS, t'as l'impression de faire du Java, quoi. Clairement. Ouais. Donc bon, pour certains c'est un inconvénient, pour d'autres c'est un avantage. Falcor, une seule requête, cache embarqué. Voilà, fini. Ok, deuxième user story. Si l'écran est assez grand, donc là on a une problématique client, je veux que la liste des arrêts affiche les lignes qui passent à chaque arrêt. Hop. Donc en REST, donc je récupère les données pour une station. On voit que j'ai un nouvel attribut ici, c'est route. Donc c'est la liste des lignes qui passent à cet arrêt. Donc là c'est un tableau d'ID, de ressources. Parce qu'on est en REST, donc on n'a pas le droit Exactement. d'avoir les données. Et donc du coup, je dois refaire une seconde requête pour récupérer l'intégralité de l'objet route en passant son ID. Je vous laisse imaginer le nombre de requêtes quand il faut une liste d'arrêts. Une liste d'arrêts, pour chaque arrêt, je vais chercher le tableau de lignes, et pour chaque ligne, je vais chercher les données. Ça peut aller vraiment loin. En RPC, le serveur doit retourner plus de données sur l'appel de station. C'est-à-dire que sur l'attribut route, au lieu d'avoir un tableau d'ID, je vais avoir une collection de routes. Donc je peux potentiellement faire de l'overfetching. C'est-à-dire quand ton écran il est trop petit par exemple, tu veux pas l'afficher, en fait tu vas l'avoir quand même. C'est ça. Ou alors on a une solution, c'est d'implémenter Query Params côté serveur RPC, sauf que là on va avoir un fort couplage client-serveur, parce que justement on va implémenter une problématique client côté serveur. Donc
c'est Ouais. pas terrible. Ouais, à chaque variation du client, tu vas impacter C'est côté ça. serveur, quoi. C'est ça, exactement. Donc, ouais, d'accord, pas terrible. Alors, On y va côté avec Raccord. Filecore GraphQL, ouais. Donc, cette fois, je vais écrire les requêtes Filecore à la main. Donc, pour l'instant, je vous ai montré en fait la syntaxe, disons, JSON avec la liste JSON. Il y a aussi une syntaxe compacte qui est un peu plus facile à écrire et à lire d'ailleurs, mais qui est un peu moins flexible. Donc là, je vais vous montrer ça. Donc en gros, ce que je veux, c'est, donc souvenez-vous, le besoin, c'est dans ma liste d'arrêts, je veux pouvoir afficher quelques lignes qui passent à cet arrêt. Donc je vais consulter les arrêts. Donc par exemple, je vais en prendre 10 pour faire ma liste sur mon écran. Ensuite, je vais demander les lignes de chaque arrêt. Et là, je vais en demander par exemple 3. Je crois que c'était... Oui, il n'y avait pas écrit le nom, mais... Et ensuite, je vais vouloir avoir le label de chaque ligne. Pour que la réponse soit un peu plus lisible, je vais aussi ajouter un autre champ qui est celui du nom de l'arrêt. Donc par exemple, label, voilà. Je lance ça, et donc j'ai bien ma liste d'arrêts, stations, 0, 1, etc. Pour chaque station, pour chaque arrêt, j'ai mon label, et pour chaque, j'ai une liste de routes. D'accord. Et dans chaque route, j'ai quelle ligne, enfin le nom de la ligne. Ouais. Donc voilà, la ligne 12, elle passe à 50 otages, et la ligne 2 et 23 aussi, et la ligne 112 passe au 8 mai, etc. Si tu fais un coup de GraphQL, Ouais. bon, on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure. Sauf que là, tout à l'heure, on parlait de hiérarchie à traverser. Ouais, c'est un peu le cas avec les routes ici. On va avoir une liste d'entités. Pardon. Et du coup, une notion intéressante ici, c'est que on voit que dans une requête Filecore ou GraphQL, on peut faire en quelque sorte du sous-requêtage. Donc on requête avec des paramètres sur station, et on requête ensuite avec des paramètres sur route. Donc ça, c'est une notion quand même super intéressante. C'est tout ce qu'on avait à montrer. C'est tout ce qu'on avait à montrer. Le bilan côté RPC, donc on a un impact du serveur. Donc un mauvais point, c'est l'impact du serveur pour une problématique côté client. Donc on aura, si on met ça en place, on aura un fort couplage entre les deux. Et côté REST, on va avoir une démultiplication des requêtes à faire en cas de join. On a deux bons points pour Filecore et GraphQL. Donc sélection des champs, donc ça c'est plutôt cool. Et le join naturel. Voilà. Quand on parle de join, on veut dire join SQL, quoi. Traverser une hiérarchie d'entités en une seule requête. Alors, troisième user story. Je veux pouvoir rechercher les arrêts textuellement. Donc voilà, c'est un besoin tellement typique, on pensait que c'était important de vous montrer comment on ferait en GraphQL et Filecore. Donc en REST et RPC, je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers avec ce qu'on ferait, hein. On rajoute un query param pour filtrer la ressource stations, tout simplement. Et en Filecore et GraphQL, Maître Antoine. Alors, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que sur station, si je fais ça, search, hop, je vais avoir un nouveau paramètre et je vais vouloir avoir les arrêts qui commencent par, qui contiennent co. Hop. Et on voit que dans la liste des arrêts, j'ai bien ceux qui contiennent co dans leur label, tout simplement. Et si on le fait avec Filecore, on retrouve pareil. Voilà. Mais à nouveau, n'oubliez pas qu'il y a la search query qui est dans la réponse. D'accord. Parce qu'on traverse un objet JavaScript. Donc, les résultats d'une recherche pour co ne seront pas les mêmes que pour K. Donc, il faut que pour le cache, il faut qu'il y ait ce champ. Ok, bilan. Tout le monde à égalité. Bah ouais, c'était super simple quand même. Ok. On voulait vous montrer que c'était super simple. Ça marche. C'est super simple. Quatrième user story. Je veux pouvoir mettre des arrêts en favori pour un accès rapide. Donc là, en gros, ce qu'on veut vous montrer, c'est comment on fait des modifs. Donc avec REST, ce qu'on ferait, c'est qu'on ajouterait une ressource en fait dans notre API qui est la liste des favoris de l'utilisateur truc. Donc ça, c'est désigné par une URL. Donc ici / voilà, un user ID quelconque, favorite stations, et puis on la patch pour dire j'ajoute dedans stations.com, donc un ID d'arrêt. Et si je veux l'enlever, je fais remove. Si je veux consulter, je fais un get sur cette fameuse ressource qui est la liste des favoris de cet utilisateur. Et je retourne une liste d'ID pour aller chercher mes arrêts. En RPC, on s'embêterait moins parce qu'on s'en fiche un peu de toutes les contraintes de REST, même de l'aspect HTTP. Donc, pourquoi pas dire que le fait qu'un arrêt soit en favori, c'est directement un attribut de l'arrêt et on passe le user ID dans un header ou quelque chose comme ça.
Donc voilà, en RPC on est beaucoup plus libre, donc il y aurait plusieurs manières de faire, ça c'en est une. Supprimer un favori, on met false. Et après, pour lire les favoris, eh ben, on demande les arrêts, comme d'habitude, et puis on ajoute un petit query param qui dit je veux que les favoris. Voilà, ça filtre la liste. Ouais. Donc en GraphQL, pour ajouter un favori, on va avoir une nouvelle notion. Jusqu'à présent, on faisait des opérations de lecture. Donc dans notre schéma, on écrivait des queries. Pour faire des opérations d'écriture, donc ajout, modification, suppression, on va déclarer des mutations dans notre schéma GraphQL. Donc là, on a une mutation qui est add_favorite, qui va prendre deux paramètres, l'ID du favori, l'ID de la station qu'on va ajouter en favori, et l'utilisateur concerné par cet ajout. Et enfin, on a des accolades avec ID et label, ça va être le payload de la requête qu'on fait. Donc une fois que ça a été exécuté, on va avoir l'ID et le label de la station qui a été ajouté en favori. D'accord, donc Antoine, si je te suis bien, c'est un peu comme une fonction qui a deux paramètres. Et son type de retour, c'est station. C'est station. Et du coup, tu choisis d'avoir l'ID et le label de la station en retour. Exactement. Parce que dans le schéma, on va devoir déclarer le type de retour. Donc là, j'ai déclaré station en tant que type de retour. J'aurais pu déclarer user en type de retour et avoir en attribut du payload first name et last name. Pourquoi pas? Ok. Donc dans ton schéma, tu le dis le type de retour. Ouais, c'est ça. Exactement, je l'écris. Pour supprimer un favori, c'est pareil. On déclare une autre mutation. C'est la même chose. Et pour consulter, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, j'ai déclaré une nouvelle query, favorite station. On aurait pu faire autrement. Ouais. On aurait pu garder notre requête station et ajouter un query params qui s'appelait favori et passer en paramètre, en valeur de ce paramètre, l'utilisateur. Voilà, tout simplement. Quand tu dis query param, tu veux dire genre paramètre de la paramètre requête de la requête requête GraphQL. D'accord. Ouais. Ok, bah écoute, en fait, en Falcor, c'est vraiment très proche. Ouais. On a aussi le concept de fonction qu'on peut appeler. Donc on a avant, je vous montrais des get, maintenant il y a un call. Le premier paramètre de call, c'est quelle fonction. Donc là, la fonction, c'est stations.favorite.ego.push. Le deuxième paramètre, c'est les paramètres de la fonction. Donc là, elle en a un seul, c'est l'ID de l'arrêt. Et le troisième paramètre de call, c'est comme en GraphQL. Ok, la fonction elle a un type de retour. Je sélectionne les champs que je veux récupérer dans cette réponse, dans cette entité de retour. Pour supprimer, c'est pareil, on appelle une fonction remove. Par contre, là, petite spécificité, on ne peut pas sélectionner des champs dans le truc de retour parce qu'on a supprimé l'entité du graphe. Et dans Falcor, on ne peut pas récupérer quelque chose qui a été supprimé du graphe. Même tout ce qu'on retourne avec Falcor est dans le graphe. Et pour consulter, on fait stations.favorite.hugo 0 à 10. Je veux l'ID et le label pour chaque arrêt favori. Ok, égalité. Bon. C'est un peu chiant, non? Comment ça se faire chier Enfin, j'ai envie de dire, je pensais que c'était un combat, moi. Ouais, écoute, tu veux qu'on se combatte? Bah, allez, vas-y. Ok, c'est parti. C'est parti, ok. Je veux interdire l'accès à ma localisation. Ouais, en tant qu'utilisateur, je veux pas forcément que l'application lise ma localisation. Ouais. Pourquoi pas? Donc en GraphQL, Antoine, tu vas être d'accord avec moi, on ferait une petite fonction comme ça. Ouais. Mutation, ouais. Voilà, change settings, on donne pour quel utilisateur, quels settings on change, et puis en retour on a les settings, donc on peut récupérer le champ qu'on a seté ou rien. Ok, ouais. Ok. Et en Falcor, il n'y a pas besoin de se faire chier avec un call, on fait set, on fait Antoine.settings.blockPosition égale chou, parce qu'on est dans un objet JavaScript virtuel, et boum, c'est bon, c'est fini. Ouais, je vois, un point bon pour Falcor, un mauvais point pour GraphQL. Ok. Attends, on va revenir. Quand même, expliquer. Donc là, tu veux dire que moi, je te donne une flash déjà, mais je vais enchaîner derrière. Tu veux dire que je suis obligé d'écrire une mutation pour gérer ces cas-là, alors que toi, tu peux les gérer comme tu veux avec ton set, en fait. Moi, j'ai une opération idempotente comme le put de HTTP, alors que toi, tu ne l'as pas, quoi. Okay. Voilà, c'est tout. Arrête de chouiner. Ok, pas mal. Donc moi, j'ai une autre user story qui est pas mal. C'est si je veux faire du faceting, donc du filtre sur les arrêts. Donc par exemple, par ligne, par accessibilité en fauteuil roulant, par distance. Ok. On sort un peu du contexte d'une petite appli de transport web, machin. Je sens que tu vas essayer de piéger. Une petite feature. Alors, du coup, je vais reprendre ça, faire le ménage. Donc pour notre faceting, on va avoir plusieurs paramètres de disponibles. Near, ça veut dire que je veux trier les arrêts par rapport à ma position, donc les arrêts les plus proches. Là, c'est en dur dans le code, c'est par rapport à l'agence de Zénith-Nantes. Ensuite, je veux que tu me retournes les arrêts qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Tac.
Euh, La ligne. la Utiliser ligne. la ligne dans le besoin. Allez, hop, la ligne. On veut des arrêts qui sont desservis par la ligne 12. Pourquoi Mhm. pas. Ouais. La recherche, on va mettre 4, une cathédrale. Ouais. Ok. Ok. Et je crois qu'on a à peu près tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Si je fais Fire GraphQL, ça marche pas, j'ai l'air d'un con par contre. Non, voilà, non, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc là, on voit bien qu'on me retourne une station qui correspond à toutes mes recherches. Ok. Ouais. On ok. fait on fait pareil en Falcor. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Ouais, ça prend à peu près le même temps que GraphQL. Ah, c'est plus long quand même, non? Non, c'est pareil. Ok. Bon. Bah quoi, ça marche, c'est bon. Ouais, ça marche. Ok. Par contre, ouais, ça marche. Par contre, tu vois, c'est du faceting. Donc l'utilisateur, il peut te dire, bah non, moi je veux pas filtrer sur la ligne. Enfin, je m'en fous quoi. Je la retire. En GraphQL, ça marche. Ouais. En Falcor, you suck. Bah alors, Hugo, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais Antoine, je t'ai expliqué. T'es obligé de... Non mais t'as pas de paramètres optionnels en Falcor? Mais je t'ai expliqué que tu avais un objet JavaScript virtuel. Quand tu fais A.B.C, c'est pas pareil que A.C. Ah, c'est emmerdant quand même. Enfin... Voilà, c'est logique. Non hein. mais ok, Ouais. ok. Si je prends line et que je fais ça, Oui, bah A.B.C, c'est pas la même chose que A.C.B. GraphQL. Ouais, C'est long. Falcor. Ah, au moins, il répond tout de suite. Bon allez, on passe à la suite. Hop là. Alors, GraphQL, un bon point, paramètres optionnels et non ordonnés acceptés, et Falcor, bah, voilà. Ouais, c'est les deux petites lettres QL qui font la différence. Ok, donc pour développer toutes ces user stories, on a une developer story. Donc je veux de la doc et des réponses sur Stack Overflow. Comment ça se passe? Tac. Alors, en RPC, au niveau de l'écosystème, c'est assez simple et familier. Je pense que bah, tout le monde l'utilise au quotidien. REST, il y a du tri à faire, parce qu'on a vu tout à l'heure, Hugo nous en a parlé, qu'il peut y avoir des confusions entre RPC et REST. Des fois on se dit on fait du RPC, mais en fait non, c'est pas vraiment du RPC. C'est l'inverse. Pardon, Plutôt, excuse-moi, en on fait général. du REST, et en fait non, c'est pas vraiment du REST, c'est du RPC. Ouais. Du coup, quand on cherche sur Google, bah, on tombe sur différentes choses. C'est ça, exactement. Beaucoup de débats. GraphQL, on a mis en ébullition parce qu'on pense que bah, c'est une techno qui a de l'avenir. Il y a eu des bons rex dessus, des bons retours d'expérience. Il y a pas mal de ressources dessus. Bon, moi, je suis plutôt confiant. Honnêtement, c'est un peu plus. On pense quoi. C'est genre, il y a des meet-ups de partout, il y a des confs. Vas-y, Antoine, dis-le. Non, je suis respectueux quand même. Donc, Il y a même il y a une conf, non, bientôt là, à Berlin, non? ouais, Voilà. GraphQL Europe, c'est ça. Bon, bah, d'accord, il n'y a pas pareil. Falcor, on en parle ou. Bon, Il y avait quand même une bonne partie des gens qui connaissaient dans la salle, ce qui est assez impressionnant en fait. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver. Bon, honnêtement, Antoine, je me souviens, on a donné cette conf en novembre. Ouais. Et je disais, ouais, bon, si Netflix ne sort pas la 1.0 d'ici quelques mois, c'est mort. Moi, tu m'as dit que tu mettrais le genou à terre ici, hein, si c'était Non. pas fait. Ça. Donc ça fait quelques mois, ils n'ont pas sorti la version 1.0. Donc, en fait, le problème, je pense, le plus gros problème de Falcor, effectivement, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop où ça va aller. Et en fait, Netflix, alors je ne sais pas si c'est pareil sur leurs autres projets comme Istrix, Zool, etc. Mais en gros, ils ont des besoins, ils font leur truc, ils mettent sur GitHub, et puis après, bye. Ou alors ils le mettent à jour éventuellement si eux, ils ont des besoins. Mais si la communauté a des besoins, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Donc en gros, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de marketing non plus. Donc c'est pour ça que ça décolle pas comme GraphQL. Bah, c'est vrai que pour GraphQL, Facebook communique énormément dessus. Bah, depuis qu'ils l'ont open sourcé, ils vont à fond. Ils mettent en avant les mecs qui ont développé GraphQL, qui ont inventé GraphQL. Ouais. Ils mettent en avant aussi l'utilisation de GraphQL avec React. Ils ont développé un framework, une implémentation côté client et serveur qui s'appelle Relay, qui est spécifique pour l'utilisation de GraphQL avec React. En plus de ça, on a une entreprise qui s'appelle Apollo qui a aussi misé sur GraphQL, qui fait de l'open source et qui fait aussi du tooling payant. Donc il y a vraiment des gens qui poussent derrière. Il y a de ça aussi. Ouais. Donc ce que j'ai envie de te dire, Antoine, Ne m'insulte pas, s'il te plaît. c'est que probablement qu'on peut dire que la librairie Falcor en tant que telle, voilà, probablement qu'elle ne va pas décoller ou quoi. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que
l'idée derrière est vraiment géniale dans le sens où vous importez, GraphQL c'est énorme, quoi. C'est un gros truc, c'est complexe. Falcor c'est une idée très simple. Je m'adresse à mes champs via un chemin, comme des URL, sauf que je peux donner plusieurs chemins par requête. C'est que ça l'idée finalement. Et comme je vous ai mentionné au début, fusionner des requêtes c'est trivial, le cache trivial à cause de ces paramètres-là. De la façon dont c'est fait. C'est vraiment très simple. Donc en fait, vous pouvez vous dire, ok, moi j'ai ce projet, je ne vais pas mettre la librairie Falcor, par contre je vais reprendre l'idée et je vais l'implémenter moi-même. Et parce que c'est tellement simple en fait. Alors que si vous voulez implémenter GraphQL, déjà écrire le parseur, voilà, vous en avez pour des mois. Donc voilà, et je l'ai bien vu quand j'ai fait quand on a fait ensemble les deux traductions. Ouais. Quand vous voulez fusionner requêtes GraphQL, c'est pas du tout. Ça a été galère. Ouais. Ça va, mais c'est pas juste concat, quoi. Donc voilà, j'ai quand même envie de dire que l'idée de Falcor est intéressante, même si la librairie elle-même, il manque la communauté autour. Bon, bilan global de tous les points qu'on a mis. Donc reste 2 bons points, 3 mauvais. Ouais, RPC 4 bons points, 2 mauvais. GraphQL 6.2. Et Falcor 4 contre 2. Ok, donc je veux dire que globalement, GraphQL a le plus gros diff de points. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre de ces points? C'est que REST, donc déjà le use case il est assez étroit, on voit qu'il n'y a que 2 avantages, donc il faut être sûr que quand on choisit REST, on a besoin de ces 2 avantages. Ces 2 avantages-là étant surtout le fait que c'est générique et le fait qu'on peut utiliser un cache très facilement. Ouais. C'est cacheable. Donc voilà, je sais que dans les applis business en général, les gens ils disent les caches, c'est difficile. Donc probablement en général le reste n'est pas un bon choix. Puis surtout qu'il y a 3 inconvénients qu'il faut faire attention à éviter. RPC, il y a 4 bons points et 2 mauvais. Donc use case plus large. Par contre, attention aux inconvénients. Il y a des points qui sont plus gros que d'autres, parce que la slide ne montre pas, mais un des 2 inconvénients de RPC, c'est le couplage au serveur. Donc il faut faire très attention. Si vous faites une API RPC parce que vous avez un seul client et qu'ensuite le product owner il vient vous voir et qu'il veut l'appli mobile, il y a du taf derrière. Il faut développer des choses. Exactement. Donc là, faire très attention à RPC, c'est vraiment ça c'est vraiment très particulier quand même. GraphQL, use case super large, avec quand même plein d'avantages. Ouais. Le gros inconvénient, c'est le fameux schéma écrit. C'est le fameux schéma. Après, tout à l'heure, tu disais que c'était encore un nouveau langage, etc. Mais ça reste quand même assez naturel. Il n'y a pas une grosse courbe d'apprentissage. Oui, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut écrire un parseur. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Mais ça reste quand même super accessible, clairement. En plus, et l'idée derrière GraphQL, c'est que, par exemple, on a une application Angular ou React, c'est de, pour chaque composant, avoir sa requête GraphQL, en fait. Et du coup, ce serait le développeur front-end qui décide exactement ce qu'il veut récupérer, tout pour éviter ces notions d'overfetching ou d'underfetching. Et l'idée initiale de Facebook, en fait, quand ils ont fait GraphQL, c'est qu'ils voulaient conquérir en quelque sorte le marché mobile des gens qui ont un réseau de pas très bonne qualité, et du coup d'éviter ces allers-retours réseau ou d'éviter de consommer trop de ressources pour récupérer des données. Je pense que le business de Facebook avec GraphQL, c'est ça derrière. Ouais, mais ce qui m'embête, c'est qu'ils ont des centaines de super bons ingénieurs. Pourquoi ils sortent GraphQL et pas Typed Falcor? Ok. Mais tu peux soumettre l'idée. Tu as déjà un nouveau langage pour les requêtes, et puis tu as un autre langage à apprendre aussi pour écrire les schémas. Ouais. Il faut aussi parser, etc. Bon, et Falcor, voilà, donc Falcor, plein d'avantages, et le plus gros inconvénient étant effectivement l'écosystème et la communauté. Bon, il y a peut-être encore un petit espoir. Ok, donc pour conclure, on a fait un beau schéma pour essayer de répondre probablement à la question que vous êtes posée en venant ici, c'est ok, j'ai tel cas d'appli, de projet, j'utilise quelle techno? Donc on a fait 2 axes. On a fait l'axe horizontal qui est la distribution de l'équipe de dev. Donc à gauche de l'axe, vous avez petites équipes colocalisées, c'est les mêmes gens qui font le back et le front, etc. Et à droite, vous avez tout l'inverse, c'est une grosse équipe, vous distribuez géographiquement, où il y a une équipe front et une équipe back, par exemple. Ouais. Et sur l'axe vertical, vous avez la distribution des clients de l'API. Donc en bas, vous avez un seul client, bonne connectivité. Vous montez sur l'axe, vous avez plusieurs clients, vous avez de la moins bonne connectivité. Tout en haut, c'est pas vous avez une API ouverte, c'est pas vous qui développez les clients. Ok.
pour RPC, quand on a un seul client et qu'on a des équipes colocalisées ou en remote, on peut se permettre d'utiliser RPC. Parce que du coup, on connaît exactement le besoin de notre client. Donc on peut développer endpoint pour endpoint, même un endpoint pour chaque écran. Il n'y a pas de problème. Ça paraît bien ça. Si on a des équipes qui sont en remote à droite à gauche, il va falloir quand même faire un effort sur la documentation du serveur RPC pour communiquer sur les données disponibles. Attention au PO et l'application mobile par contre. Ouais, c'est ça. S'il y a une application qui vient se greffer derrière, là, ça peut poser problème. Ok, si on monte un peu, si on a plusieurs clients, là, ça devient intéressant d'avoir la flexibilité de Filecore et GraphQL. Donc du coup, on a mis Filecore vers la gauche parce que c'est une bonne technologie quand les gens qui font le back et le front sont les mêmes parce que finalement, on reste un peu dans l'univers REST. C'est juste que l'identifiant des données change, mais par contre, on garde toutes les contraintes de cacheabilité, etc. Machin. Donc c'est super bien. Et c'est surtout que dans cette zone-là, à gauche, en fait, ça vaut pas le coup d'écrire le schéma GraphQL. C'est ça. C'est ça. Donc à droite. À droite avec GraphQL, là on va profiter pleinement justement de ce schéma à écrire parce que sans effort supplémentaire, on va avoir des outils de communication tels de la documentation générée ou de l'autocomplétion. Donc pourquoi pas un plugin dans les éditeurs ou des choses comme ça. C'est vrai que l'autocomplétion de la requête dans l'éditeur et le fait que l'éditeur est capable aussi de dire la requête est correcte ou non, c'est un peu le rêve de tout développeur front qui n'a pas envie de toucher au back et qui n'a même pas envie d'aller parler au gars. C'est ça. Donc c'est vrai que là, GraphQL prend tout son sens. Et quand on monte plus haut, du coup, quand on a des clients qu'on ne connaît pas, donc là, on a mis plutôt REST. Pourquoi ? Parce que en fait, REST, ça a deux avantages. C'est d'une part, c'est le status quo, donc on sait que toutes les technologies vont pouvoir se connecter dessus, sur l'API. Et d'autre part, ça force à faire des grappes de données qui sont génériques. Le fait que qu'il y ait les contraintes, etc. Et du coup, on ne va pas imposer des use cases aux clients comme on le ferait sur du RPC, par exemple. Donc, REST est bien à ce niveau-là. Après, on commence à voir la première API publique GitHub qui est... Pourquoi pas mettre du GraphQL tout en haut aussi. Voilà, peut-être... Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup.